L'image a fait le tour du monde, elle figure encore dans les livres d'histoire comme l'un des événements marquants de la fin du XXe siècle. Cette image, la voici, la pelouse de la Maison-Blanche à Washington le 13 septembre 1993. Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signent les accords d'Oslo sous l'égide de Bill Clinton, un événement qui vaudra le prix Nobel de la paix au chef de l'Organisation de libération de la Palestine et également au Premier ministre israélien. Mais cet espoir de paix n'aura finalement pas tenu longtemps. Avec nous pour en parler, Jean-Paul Chagnollaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'IREMO, Institut de recherche et d'études méditerranéennes, Moyen-Orient, professeur émérite également des universités. Avec nous également Sarah Daoud, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes docteur Sciences Po Paris, CERI, c'est le Centre d'études et de relations internationales. Jean-Paul Chagnollaud, la première question, elle est pour vous. 30e anniversaire des accords d'Oslo, qu'en reste-t-il au juste ? Il en reste un souvenir, il n'en reste rien en réalité, puisque c'est comme si on parlait d'archéologie politique, c'est-à-dire c'était un autre monde, une autre période, une période où on pouvait penser qu'un processus de paix pouvait aboutir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'il était mort d'avance, mort-né en quelque sorte. Je ne crois pas, je pense que pendant les tout premiers temps... Ouais. Oui, j'y ai cru, parce que dans les tout premiers temps, 93, 94, il y a eu un immense espoir du côté israélien, du côté palestinien, en tout cas, pour être plus précis, dans certains segments des sociétés palestiniennes et israéliennes, car il y avait aussi, et c'est tout le problème évidemment, des gens qui n'en voulaient pas, aussi bien chez les Israéliens que chez les Palestiniens. Et puis je crois que cet effort qu'on voit à l'image, il y a eu un événement majeur qui a complètement déstabilisé au début le processus de paix. Ça a été l'assassinat d'Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995, c'est-à-dire 2 ans après la signature de ces accords. C'est précisément cet accord dont on parle aujourd'hui qui a valu à Yitzhak Rabin d'être assassiné. C'est ça, il a été assassiné par un extrémiste israélien. Et Arafat, à l'époque, avait dit... j'avais un confrère journaliste, un de vos confrères journalistes qui était avec Arafat ce soir-là et qui était... Et quand Arafat a appris la nouvelle, il a estimé que le processus aurait de grandes difficultés parce que le partenaire principal, l'homme qui pouvait porter ce projet, c'était Rabin et personne d'autre. Et je crois que c'est très important de souligner que pour porter un processus de paix comme ça, dans un conflit de cette nature qui dure depuis le début du XXe siècle, eh bien, il fallait des hommes exceptionnels. Et il y avait Arafat d'un côté, et il y avait Rabin de l'autre. Et si l'un des deux eh bien, est assassiné, il est clair que les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Et la suite, malheureusement, l'a montré. Sarah Daoud, on vous voit acquiescer. Archéologie politique, les mots sont forts, nous dit Jean-Paul Chagnollaud. Pour vous, pour reprendre la phase d'Arafat, mais sur un autre sujet, ils sont caducs ? Oui, j'abonde complètement j'adhère au propos de Jean-Paul Chagnollaud à ce propos-là. Je pense que c'était une poignée de main finalement sans lendemain. Et les faits l'ont prouvé. Je pense qu'effectivement, ça tenait beaucoup à ces deux protagonistes principaux des accords d'Oslo qui étaient des leaders charismatiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que côté palestinien comme côté israélien, on n'a plus véritablement d'interlocuteurs. En tout cas, on n'identifie plus vraiment d'interlocuteurs qui seraient capables de se remettre à la table des négociations de paix aujourd'hui. Vous, c'est intéressant parce que je crois que vous êtes doctorante, vous êtes spécialiste précisément de cette question même des négociations, de revenir autour d'une même table. Pour vous, aujourd'hui, c'est impossible ? Plus précisément, moi je me suis intéressée aux réconciliations au sein même du camp palestinien, puisque avant de revenir à la table de négociation, il faut, c'est ce que je disais, savoir du côté palestinien ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un excès de représentation finalement, des autorités qui exercent en parallèle et une désunion complète aussi du mouvement palestinien que l'ère Oslo a en partie engendré, puisque l'ère Oslo a aussi été le résultat, même si l'occupation israélienne est la principale cause de cette fragmentation multiple qui est caractéristique de la réalité palestinienne aujourd'hui. Ouais, le Hamas dans la bande de Gaza et l'autorité palestinienne et le Fatah, le parti d'Yasser Arafat en Cisjordanie occupée. Jean-Paul Chagnollaud, celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, bon, on parle de ces accords d'Oslo, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils prévoyaient ? On peut citer quelques exemples. Par exemple, il y avait des choses qui étaient impensables. On a découpé la Cisjordanie en 3 zones, A, B et C, un contrôle mixte où on voyait des patrouilles mixtes israéliennes et palestiniennes, par exemple, dans certaines villes. En fait, dans les années 93
93-94, il y a eu un certain nombre de choses importantes et ça a continué malgré tout. Au-delà de l'assassinat de Rabin que j'évoquais tout à l'heure, la rupture, la cassure, le naufrage date de 2000 en fait, à partir de la seconde intifada. Mais si on revient à votre question, je crois qu'il faut résumer en 2 idées simples. La première, c'est que ces accords d'Oslo essayaient de mettre en place assez vite des mesures relativement simples et peut-être qu'on pourrait appeler ça des mesures de confiance, c'est-à-dire en fait faire en sorte que l'armée israélienne se retire de certaines villes. Et pendant toute cette période, il y a eu des retraits importants de l'armée israélienne des villes, ce qui est devenu ce que vous appelez la zone A, effectivement, qu'on a ensuite voulu confier, qu'on a confié à l'autorité palestinienne. Ramallah, par exemple. Ramallah, par exemple, oui. Il y avait Jéricho, Gaza a été aussi... l'armée s'est en partie retirée, enfin bref. Il y avait ça. Et donc ça s'est fait plus ou moins avec beaucoup de contradictions, de tensions. Deuxièmement, c'est assez essentiel, on voulait ensuite, pendant qu'il y avait ces mesures qu'on prenait au fil de l'eau, mais dans des conditions très complexes, eh bien, il y avait l'idée qu'on allait discuter des grandes questions. Et on s'est donné environ 2 ans pour le faire. Et c'est-à-dire les grandes questions, on va discuter de Jérusalem, on va discuter de la colonisation, on va discuter de la sécurité d'Israël, on va discuter évidemment des frontières. Du retour des réfugiés. Toutes ces grandes questions. Et en fait, ces discussions n'ont jamais eu lieu. Si j'avais le temps, j'expliquerais qu'elles ont eu un moment lieu, mais ce serait trop long. Mais finalement, elles ont eu lieu en 2000 à Camp David pour la première fois, parce que entre-temps, il y avait à nouveau un travailliste à la tête de l'État d'Israël qui était Ehud Barak, alors qu'entre-temps, le Likoud était revenu et le Likoud voulait absolument casser les accords d'Oslo. Pour eux, c'était le problème, pas la solution, c'était leur formule. Donc à partir de 99-2000, il y avait à nouveau les travaillistes qui ont essayé d'avancer avec Clinton. Et il y a eu cette rencontre de Camp David. Puis à l'automne 2000, il y a eu aussi des choses. Et on a pensé, moi j'étais en Israël à ce moment-là, et on avait l'impression que c'était possible. Et puis il y a eu une cassure brutale, l'arrivée de Sharon en janvier-février 2001, élu très largement, et ensuite, on peut résumer ça en un mot, ça a été un naufrage. Ça a été un naufrage. Et un naufrage dont on paye encore aujourd'hui les conséquences dans les rapports de force. Et on va voir pourquoi. Sarah Daoud, le nombre de colons est passé de 110 000 à 700 000, Cisjordanie occupée et Jérusalem-Est, multiplication par 7 donc du nombre de colons et d'implantations. Est-ce qu'il y a un lien entre effectivement cette installation et les difficultés à poursuivre le processus de paix? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, une des conditions pour aboutir à un accord de paix entre Palestiniens et Israéliens, c'est notamment la création d'un État palestinien. Mais aujourd'hui, la création d'un État palestinien souverain, la question qui se pose, c'est sur quel territoire? Puisque finalement, les accords d'Oslo ont aussi permis la création d'une autorité palestinienne intérimaire. Mais la création de cette autorité palestinienne a engendré une concentration du pouvoir palestinien au sein de cette institution et au détriment notamment d'une autre grande institution qui était jusque-là la seule représentante, organe légitime de représentation des Palestiniens, à savoir l'OLP. Donc l'autorité palestinienne qui a été créée par Oslo, c'était avant tout, à mon avis, je serais plus pessimiste de ce point de vue-là, pour garantir la sécurité d'Israël et répondre en apparence au désir d'État palestinien qui n'est toujours pas assouvi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ont gagné les uns et les autres? Qu'ont gagné, ce sont des questions simples. C'est vrai qu'on se pose, qu'ont gagné les Israéliens? Qu'ont gagné les Palestiniens? Tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Depuis le naufrage dont je viens de parler, il y a eu un basculement des rapports de force. En Israël, c'est la droite qui l'emporte. Et à chaque élection, au sein de la droite, c'est l'extrême droite. On a aujourd'hui des fascistes, comme Ben Gvir ou comme Smotrich. Et donc une évolution de rapports de force où vraiment ceux qui ne veulent pas entendre parler d'une négociation avec les Palestiniens sont très forts, très installés. Avec un projet d'annexion de la Cisjordanie. Avec un projet d'annexion, donc on est là. Et du côté palestinien, c'est l'effondrement. L'autorité palestinienne n'est pas une autorité, elle est tout à fait discréditée, déconsidérée, et donc elle joue pratiquement le rôle de collaborateur, comme le disent certains. Donc on est dans une espèce d'asymétrie considérable, et par conséquent, on ne peut pas imaginer une négociation sans un rapport de force. Et le rapport de force, il n'existe pas, donc il n'y aura pas de négociation, d'autant plus que il est évident que la communauté internationale s'est complètement désintéressée. Quand vous parlez avec des diplomates à Bruxelles ou à Paris, ils haussent les épaules quand on leur parle de négociations ou quand on leur parle d'Israël-Palestine. C'est vraiment plus du tout leur sujet, avec en plus évidemment ce qui se passe depuis maintenant 1 an et demi avec la guerre en Ukraine. Et puis les tensions, le retour de ce qu'on pourrait appeler les gladiateurs, selon une formule
d'un grand penseur politique était Hobbes, c'est-à-dire le rapport des forces à l'État pur au niveau international. Et au niveau local, si on prend Israël-Palestine, ce rapport de force est totalement asymétrique. Et malheureusement, dans ces conditions, pour les temps qui viennent, on ne peut rien voir de positif en termes de solutions, même modestes. Alors, pour l'instant, c'est la force qui l'emporte et un rapport de force à l'état pur. Ça veut dire quoi, Sarah Daoud? Les Palestiniens et les Israéliens sont condamnés aux affrontements récurrents entre le Hamas à Gaza et entre l'armée israélienne et en Cisjordanie avec des groupes qui s'arment face à l'armée israélienne, qui multiplient les opérations. On l'a vu récemment encore dans le camp de réfugiés de Jenin. Je pense que les Palestiniens sont en tout cas condamnés pour l'instant à rester fragmentés, puisque certes, il y a notamment la bande de Gaza, qui est une véritable enclave depuis 2006 et qui est le théâtre de cycles de violence quasi quotidiens, hebdomadaires. Et d'un autre côté, des tentatives de résistance, effectivement, comme vous le soulignez, notamment dans les camps de réfugiés. Et là encore, et ça démontre bien l'état désastreux ou la crise de légitimité plutôt dans laquelle s'enfonce l'autorité palestinienne, tout comme le Hamas d'ailleurs, dans la bande de Gaza. Pardonnez-moi, on va ouvrir sur une page internationale. Reste avec vous, Sarah Daoud. On ne va pas se mentir, le seul, même si la France a eu une politique, on va dire, dans cette région, politique arabe de la France, qu'on appelait gaulo-mitterrandienne, la seule grande puissance qui peut peser dans la région, ce sont les États-Unis. Ils ont abandonné aussi? Je pense qu'il y a eu différents stades, différents cycles peu propices aux négociations, notamment le mandat Trump, pendant lequel, donc les aides, notamment les aides américaines, ont été suspendues à l'autorité palestinienne. Les Palestiniens, l'autorité palestinienne a affirmé ne plus vouloir négocier à ce moment-là. L'ambassade américaine arrêter aussi. La coordination sécuritaire avec Israël, ce qui n'a pas été réellement le cas, mais en tout cas très peu propice au retour à la table des négociations. Mais je ne pense pas que les États-Unis soient les seuls. Et par ailleurs, je pense aussi qu'il y a peut-être un léger désintérêt de la part de l'administration américaine vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Alors, autre acteur, ce sont les pays arabes. La Jordanie et l'Égypte ont signé un traité de paix avec Israël depuis longtemps. On a vu non pas des accords de paix, comme on a pu parfois l'entendre, mais une normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes, le Maroc, le Soudan, les Émirats arabes unis notamment, et Bahreïn également, qu'il ne faut pas oublier. Comment expliquez-vous, alors il y a eu un plan de paix de l'Arabie saoudite en 2007, l'échange de la paix contre la terre, retrait des territoires occupés. Israël était gêné parce qu'Israël a toujours voulu normaliser avec les pays arabes. Et le paradoxe, c'est qu'il y a cette normalisation au moment où Israël n'a jamais été aussi à droite et à l'extrême droite. Comment l'expliquez-vous? C'est vraiment un paradoxe, parce qu'en réalité, cette idée de normaliser avec les États arabes pour mieux étouffer la question palestinienne, elle est presque consubstantielle de l'histoire du conflit. Et c'est en train de réussir? Et ils sont en train de réussir, en tout cas dans ce segment d'histoire dans lequel nous sommes, dans cette séquence. Mais à terme, je crois que quoi qu'on fasse, on ne peut pas enterrer la question palestinienne. Juste un chiffre en une seconde. Vous avez aujourd'hui une population israélienne juive qui est de l'ordre de 7 millions d'habitants. Et il y a 2 millions d'Arabes israéliens, ce qui fait 9, mais 7 et 2. Et si vous prenez la population palestinienne des territoires occupés, Jérusalem inclus évidemment, et Gaza, c'est 5. Donc 5 plus 2 égale 7 contre 7. Ça veut dire qu'il y a un équilibre démographique et qu'on ne peut pas faire disparaître un peuple de 7 millions, sans parler évidemment des millions de réfugiés qui sont à l'extérieur. Donc on voit bien qu'on peut, dans une séquence d'histoire, oublier la question ou faire en sorte qu'il y a d'autres priorités, mais la réalité sociologique, historique et politique, elle est là. Et donc un jour ou l'autre, ça va rejaillir avec violence, évidemment. Sarah Daoud, on a vu aussi le chef de la diplomatie israélienne rencontrer la chef de la diplomatie libyenne, ce qui a fait grand bruit et qui a provoqué du remous en Libye. On a aussi l'Arabie saoudite qui vient de délivrer pour la première fois des visas à des officiels israéliens. C'était pour une délégation israélienne qui se déplaçait sur le sol saoudien pour une réunion de l'UNESCO. C'est donc une première. L'Arabie saoudite peut-elle être un acteur majeur pour relancer les discussions dans la région ? À condition que les interlocuteurs, et notamment côté palestinien, soient enclins à ce qu'ils jouent un tel rôle. Et encore une fois, je pense que ces cycles de normalisation sont aujourd'hui officialisés, mais c'est en réalité des relations sécuritaires, notamment économiques, qui existent depuis un certain temps. Et le Qatar
Et le Qatar également, il y a des relations non officielles, bien sûr, bien connues, sécuritaires surtout, hein, la coopération sécuritaire avec Israël qui est assez importante. Ouais. Mais voilà, je pense que ça rentre dans ce cycle inévitable de normalisation de relations qui déjà existantes de longue date, disons. Un dernier mot très court, Jean-Paul Chagnollaud, il nous reste 30 secondes environ. On a dit cette image, on l'a vu dans les livres d'histoire. En quoi, selon vous, il faut, même si la situation est compliquée, remontrer qu'à un moment donné, il y a eu cette lueur d'espoir? Je crois que si on veut sortir de ce cycle de violence, et malheureusement, non seulement on n'en est pas sorti, mais je pense que ça va s'intensifier dans les prochains mois et peut-être les prochaines années, il est évident qu'il faut rappeler que des négociations sont possibles et que si on veut vraiment sortir un jour de tout cela, eh bien, il faut impérativement penser une solution politique globale, ce qui veut dire une séparation entre les uns et les autres, ce qui veut dire un État palestinien. Et par conséquent, ça commencerait par des négociations. Malheureusement, aujourd'hui, pour les raisons qu'on a évoquées, nous en sommes très loin. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnollaud et merci également Sarah Daoud d'avoir été avec nous en direct donc à tous les deux pour votre éclairage sur le Proche-Orient.